Les amis de Foot Central, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien. Avant match, PL, jingle. On est parti pour Chelsea. Les Blues de Chelsea affrontent les Cottagers de Fulham. Et pour m'accompagner, évidemment, on a un Blues, même s'il habille en blanc, champion du monde l'été dernier, face au Paris Saint-Germain. Imran, ça va? Très belle intro, Gâteau, ça va. En paix? En paix. Il n'y a pas que ça comme match. Il y a Manchester United. Face à Burnley. Et bon, vous voyez le logo que j'ai sur mon cœur. Mais Timothée, là aussi, ce logo. On peut pas être en paix, frère. On peut pas être tranquille, tu vois. Là, on est le 28 août, on est déjà plus serein. Bien fait. C'est pas évident, hein? Ouais, c'est compliqué. On va en parler, mais on va en parler. Il a le sourire, il est champion d'Angleterre en titre, dans la paix, il a gagné ses 2 matchs. La paix, la bonne humeur, toujours. Ah, vous êtes avec nous, ça va? Ouais, ça va, tranquillement. En paix, en tranquillité. Tranquillement. On se demande si la situation de Manchester United est pire que celle d'Arsenal sur les 10 dernières années. Il y a match. Oui. Mine de rien. Bah, moi, je la réponds. Il y a match. Il y a match parce qu'on n'est pas sûr. Raoul est avec nous. Comment ça va? Ça va. Tranquille. Jusqu'à dimanche soir, ça va. Bon. On verra le résultat. En plus, je le regarde avec ces deux lascars. Il va bouder. À moins un dimanche soir. Bouh. Non, parce que justement, après, il y aura certaines personnes qui vont rattraper mon dimanche. Bon! Les amis, évidemment, en commentaire, vous dites les différents pronostics et ce que vous pensez des différents matchs qu'on va aborder. Les Blues de Chelsea rencontrent Fulham qui a fait un match encourageant face à Manchester United, mine de rien, ils ont été solides. Et puis, Chelsea qui s'est montré quand même sérieux. Alors, Imran, on en pense quoi de ce match-là? Bah, écoute, ce match-là, pour moi, ça doit être juste la confirmation de ce qu'on a vu ce vendredi, c'est-à-dire offensivement, les très bonnes prédispositions entre Estevao qui a cassé la baraque pour sa première titularisation en PL, João Pedro qui continue sur sa très bonne lancée depuis ses débuts, et aussi, on attend de voir peut-être s'il sera aligné ou pas, vu que Palmer sera absent, les premiers buts en PL de monsieur Liam Delap qui a fait du bon travail, mais qui a été très critiqué au sein de la fanbase et au sein des médias anglais pour son match, on va dire, un peu pauvre en termes de statistiques brutes. Donc voilà, de la confirmation. On attend aussi peut-être les premiers vraies certitudes défensives en termes de défenseurs, mais surtout sur le gardien de but, parce qu'on a vu contre West Ham des petites failles qu'on n'aime pas trop voir. Donc voilà, Fulham, c'est pas West Ham. Fulham, c'est pas faible. Fulham, c'est très solide, à l'image d'un Lukic qui pour moi est un joueur exceptionnel et qui pour moi est le meilleur joueur de cette équipe de Fulham. Donc attention à cette équipe des Cottagers qui nous avait surpris l'année dernière, le 2-1, et qui avait entamé la mauvaise période des Blues jusqu'à avril. Qu'est-ce qu'on en pense, messieurs, de ce match? Est-ce qu'on doit être particulièrement attentif à Fulham qui vient se déplacer à Stamford Bridge? Il y a du Iwobi, il y a du Sessegnon, il y a quand même l'entrée de Smith-Rowe qui peut faire mal ou quoi. Bah, Fulham, quand même, c'est une équipe sur les 2 premières journées qui a fait preuve de caractère à chaque fois pour sauver un point. Alors certes, actuellement, ils sont 11e, ils n'ont que 2 points, mais à chaque fois, ils ont été menés dans le but et ils ont trouvé la ressource pour aller chercher le but égalisateur. Rodrigo Muniz à la première journée sur la pelouse de Brighton à la 97e minute, puis la semaine dernière contre Manchester United à la 73e, 75e par l'intermédiaire d'Emile Smith-Rowe. Donc c'est une équipe qui a du caractère. Attention à Chelsea qui certes est sur un cinglant 5-1 sur la pelouse de West Ham, mais qui n'est pas totalement rodé sur le plan mental, je trouve, qui a encore des failles comme l'a expliqué Imran, mais surtout des failles là-dedans, dans la tête. Donc je sais pas, moi je pense que ce sera un match relativement serré. Chelsea devrait s'en sortir pour moi, mais attention quand même, il faut soit bien dominer ce match, bien maîtriser son sujet, ou sinon bah il risque d'y avoir la foudre Fulham derrière. Juste, je peux rajouter un truc sur Sky Abdou parce que c'est très intéressant. Il parle de faille mentale. Alors Chelsea sait revenir dans un match, elle sait être bon dos au mur, mais là où il parle de faille mentale, là où il a raison, c'est quand Chelsea est sur un fauteuil. Généralement, c'est là que ça peut tous perdre. Chelsea s'est toujours fait égaliser au Mondial des clubs. On se rappelle l'égalisation contre Palmeiras, contre Flamengo. Donc quand Chelsea est sur un fauteuil, attention à ce que la décompression ne soit pas trop grande. Timothée, il en pense quoi de ce Chelsea-Fulham? Bah, c'est une équipe qu'on a déjà affrontée, Fulham. Je pense que la clé du match pour Chelsea, ça va être de concrétiser ses occasions. Parce que tu vois, nous, quand on les a affrontés dimanche, on a très bien commencé, mais on n'a pas concrétisé ça par un but et au final, on a fini par le payer cash. Le fait de n'avoir qu'un seul but d'avance. C'est pas forcément une équipe très flamboyante. Fulham, je trouve qu'il y a un gros manque de créativité. T'enlèves Alex Iwobi, au final, le jeu est pas si rayonnant que ça, mais ils ont le mérite d'être solides. Andreas Pereira aussi peut... Andreas Pereira peut justement peut-être apporter cette touche-là en sortie de banc.
Mais c'est une équipe dont il faut se méfier, je pense, Fulham. Après, sur ce qu'on a vu même face à Crystal Palace, je pense que Chelsea a les armes. On voit que les recrues commencent à vraiment bien s'installer. Même si un Liam Delap, par exemple, a été moins en vue que ses partenaires, au final, je pense qu'il n'est pas étranger au très bon match de Joao Pedro. Tu as un Pedro Neto qui monte en puissance aussi. On a vu que cette équipe savait produire du jeu et du jeu efficace sans Cole Palmer, donc je me fais pas trop de soucis. Je reviens rapidement, je suis pas forcément trop d'accord sur Robert Sanchez. Je trouve qu'il a fait un match plutôt correct quand même face à West Ham, où je trouve qu'au-delà du but même qu'il a encaissé, qu'on peut un peu lui reprocher, il a été rassurant sur ses sorties de balles, il a su amener de la sérénité dans sa défense. Donc je pense que Chelsea a les armes en tout cas pour déranger Fulham. Il en pense quoi, Raoul, de ce Blues against Cottagers? Je pense qu'en vrai, la clé, ça peut être aussi pour les joueurs offensifs qui doivent essayer de se faire une place vraiment très vite. On sait qu'il y a Garnacho, voire Xavi Simons qui sont en train d'arriver. Donc là, la moindre place, ça peut coûter très très cher. Donc il faut vraiment impressionner très vite Maresca. Palmer, en plus, du coup, ça a été évoqué, il n'est pas là. Donc que ce soit de la Pedro, Neto et Estevao, voire même Jimmy Bino-Gittens, ça fait 5 places. Derrière, il y a même un Santos qui peut rentrer et changer un peu le système. Ça fait beaucoup de joueurs pour peu de place. Donc là, les spots, ils coûtent très très cher, tout simplement. Donc qui prendra le devant sur peu de temps de jeu au final? Facteur X du match complet, donc un seul facteur X, et pronostic, Raoul. Joao Pedro. Et le score 3-1 Chelsea. Facteur X, Abdou. Rodrigo Muniz, victoire 2-1 Fulham. Ah, Et ben moi alors. Facteur X et score, Imran. Factor X, Pedro Neto, score 2-0 pour Chelsea. Facteur X et score, Timothée. Bah, facteur X, je voulais dire Joao Pedro, puis Pedro Neto, je vais dire Estevao. Bah, dis ce que tu voulais dire, il n'y a pas de... Bah, moi, je voulais dire Joao Pedro. Je vais rester sur Joao Pedro et score final 2-1 Chelsea. Très bien, les amis. On bascule de l'autre côté d'Angleterre, on était à Londres. On monte du côté de Manchester United, on l'appelait le théâtre des rêves, mais ça ressemble au théâtre des cauchemars. Attention, parce qu'il y a pas mal de turbulences du côté de Manchester United. Est-ce que ce samedi va se solder avec une énième défaite ou un énième match sans victoire? 16h heure française, Manchester United reçoit Burnley. Alors, on se parle, Manchester n'a pas gagné de match. S'est fait éliminer de la Carabao Cup en 32e de finale sur la pelouse de Grimsby. C'est beau, ça. Messieurs, allez-y. À toi l'honneur, Teams. Non, mais il y a pas grand-chose à dire. Au final, on avait un peu parlé de la rencontre contre Arsenal, on avait fait l'avant-match de Fulham, et tu te rends compte qu'au final... ça empire de match en match. Je pense que la performance face à Arsenal, au final, quand on fait le bilan des 3 rencontres, c'est la plus convaincante. Et c'est problématique parce qu'elle se solde par une défaite. Contre Fulham, tu as été moins bon, même si tu arrives à avoir le match nul. Au final, j'ai l'impression qu'on est vite retombé dans nos travers de l'année dernière, en termes de manque d'idées, en termes de oisiveté dans le jeu. Et contre Grimsby, même si c'est pas la paix, je pense qu'il faut quand même en toucher un mot. C'est pas normal de proposer si peu face à une équipe de D4. Alors oui, il n'y avait pas l'équipe type au complet, Non, mais au regard, D4. c'est pour ça en fait, au regard des joueurs qui étaient alignés, voilà, il y a quand même des joueurs sur lesquels il va falloir compter toute la saison. Ils ont été très loin d'apporter pleine satisfaction, donc c'est problématique parce que tu te dis que si on réitère la même performance face à Burnley qui a montré des bonnes choses dans le jeu, pour le coup, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Hier, je pense qu'on en prend 4 ou 5 et c'est problématique parce que c'est seulement le 4e match de la saison et t'es déjà dégoûté en fait. T'es déjà dégoûté et surtout tu te demandes déjà comment est-ce qu'on va s'en sortir pour qu'il y ait une vraie amélioration nette sur plusieurs matchs. Donc ouais, je sais pas trop quoi dire de plus. Hein. Juste dans le jeu, ça recommence à être brouillon. Les changements n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter. On sent déjà un coach dépassé, à court d'idées en fait. Tu vois, typiquement, c'est ce qu'on se disait pendant qu'on avait commenté avec Raoul et Imran justement United Arsenal. Ce que je disais moi à la mi-temps, c'est que en fait, oui, il y a du mieux dans le jeu. C'était dans le contexte du match, mais vous pouvez pas vous satisfaire d'une défaite parce qu'il y a eu du mieux dans le jeu et vous êtes un grand club. Vous avez besoin de vous rassurer au niveau du résultat parce que c'est sur ça que vous êtes jugé avant tout, de par la stature que vous êtes censé avoir. Et je sais qu'à ce moment-là, on m'avait contredit en m'expliquant que ouais, mais finalement, comme il y a du mieux dans le jeu, etc. Mais maintenant que tu retournes dans tes travers dans le jeu et que tu n'as toujours pas les résultats, au moins quand tu as le résultat, même si la manière laisse à désirer,
t'as ça pour te raccrocher en me disant, ne serait-ce que mentalement, on a les ressources pour aller chercher ça, pour aller chercher ça et pour aller chercher ça. Et là, aujourd'hui, United, de ce que moi j'observe de loin, moi, j'ai pas l'impression que United ait une quelconque ressource pour faire un quelconque résultat. C'est terrible à dire, mais aujourd'hui, n'importe quelle équipe pourrait se présenter devant United et je me dirais, bah, United ne va pas gagner ce match. Ça, c'est un vrai problème. Notamment Burnley qui a des ressources. Hugo Choukou et Hannibal Mejri qui pourrait avoir une petite vengeance. Oui, contre son ancien club. Passé par Manchester United, mais n'a pas beaucoup été utilisé par Erik ten Hag. Donc, comment voit Raoul ce match? Comment tu vois ça? Parce que là, c'est compliqué. Bah, en fait, les saisons passent, tous les matchs se ressemblent, les entraîneurs passent aussi, ça change pas, les joueurs aussi. Tous les matchs. Bah, en tout cas, c'est la même finalité, c'est le même. T'as l'impression que Manchester commence les matchs et ils savent déjà que ça va très mal se passer pour eux la plupart du temps. Donc c'est ça qui est inquiétant. On a fait plusieurs vidéos pour essayer de trouver de la positivité. Gatto n'était pas très suiveur sur ça. Maintenant, la preuve, c'est ça. Le résultat me donne raison après. Mais le truc c'est que, mais on m'engueule en commentaire. Encore une fois, je vais revenir sur moi ce que j'ai connu du côté d'Arsenal sur les saisons d'avant, notamment au moment du Covid. Franchement, c'était horrible. À un moment, Arsenal est relégable. Et petit à petit, ils ont réussi à retrouver de la positivité vraiment à ça, parce qu'Arteta aussi était à deux doigts de se faire virer. C'est là où je m'éloigne de ce que mais il n'y a pas les mêmes problèmes. Bah, il y avait des... Et restons quand même sur le match, mais il n'y a pas les mêmes problèmes. Il n'y a pas eu une place de 15e. Il y a une place de 8e, c'est vrai. Il n'y a pas eu une place de 15e. La place de 8e est déjà l'année d'avant. Il n'y a pas une place de 15e. C'est vraiment pas la même perspective quand tu es dans le top 10 et quand tu es pas la même chose. Et pardonnez-moi, Arsenal, par rapport à Manchester United en Angleterre, est un bien plus petit club que Manchester United. Je suis d'accord. Mais donc, c'est pas la même chose. Ce que je souhaite dire, c'est qu'au final, la rédemption d'Arsenal est passée par le jeu. Et en fait, mais t'as toujours rien gagné non plus. Oui, mais c'est pas les mêmes ADN. En fait, c'est au-delà même de est-ce que tu as gagné ou pas, c'est qu'en fait, tous les grands clubs ne fonctionnent pas de la même manière. United s'est construit sur la base de résultats et après, il y a eu du jeu et après, il y a eu le jeu et les résultats. Là, aujourd'hui, United doit revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire pouvoir aller chercher des résultats étriqués, pouvoir poser des prestations solides dans un schéma qui est bien rodé. Aujourd'hui, tu vois que le 3-4-3, il fonctionne pas, mais tu as un coach qui est buté. Donc, comment faire? Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que cette gamberge, elle a beaucoup marché même par le passé depuis quelques années, sous Ten Hag notamment? Ten Hag avait quand même le mérite à un moment donné de se remettre en question. À un moment donné, il l'a pas toujours fait, mais il l'a fait. Alors qu'Amorim n'a toujours pas touché ce stade-là. Parce que Ten Hag saison 1, bah les gars, il y a Ten Hag saison 1, et c'est la saison 4. C'est encourageant. C'est vrai. C'est encourageant, à la 3e place, tout ça. Bon, on va quand même revenir sur Burnley, enfin Manchester United, Burnley. Parce en réalité, on se concentre sur Manchester United parce qu'on est une équipe qui est aux abois. Ouais. Défense qui est aux abois, le gardien, il faut absolument... Onana ne doit plus porter la tunique de Manchester United pour son bien à lui, le bien des supporters, pour le bien de tout le monde. J'ai pas dormi cette nuit. Non, mais c'est vrai que ça devient problématique et tu te rends compte qu'au final, c'est le cas pour beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, quand tu les vois jouer hier, tu te demandes s'ils ont le niveau pour la première ligue. Il y a des Fredrickson, c'est des jeunes. Mais Onana, c'est pas possible. Onana, c'est problématique, mais même au milieu de terrain, quand je vois le match d'un Ugarte, je me pose des questions. Quand je vois ce qu'apporte Diogo Dalot depuis le début de la saison. Mainou, c'est comment? Mainou, il a eu du mal aussi. Son match est peut-être un peu moins grave, moins pire, même si ça se dit pas, mais ça reste quand même pas. Non, mais de toute façon, globalement, hier, il y a personne au niveau et depuis le début de la saison, c'est très compliqué à part peut-être les défenseurs. On a un truc à dire parce que là, c'est la vidéo, c'est à la base, c'est un avant-match. On est obligé de parler de ça. Est-ce que Cunha aussi mérite son temps de jeu? Il a fait 100% des minutes et on a vu qu'il a vendangé sur un tir au but où il pouvait qualifier Manchester United après un match chaotique. Est-ce qu'il y a vraiment matière à se poser des questions avec ce joueur-là? Voilà. En fait, il y a matière à se poser des questions avec 90% de l'effectif, sauf un joueur. Et le joueur en question dont il ne faut peut-être pas se poser de questions, c'est le joueur qui, pour moi, n'a pas de poste dans cette équipe, qui est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, moi, j'ai l'impression, et je reproche pas ses performances. Ses performances sont très bonnes à Bruno Fernandes. Mais dans le jeu, au début dans ce que le coach veut mettre en place, j'ai l'impression qu'il est partout et nulle part à la fois. Et pour moi, c'est le reflet d'un Manchester United qui se cherche,
qui n'a pas véritablement d'approche, qui essaye un peu d'improviser. Et si Bruno est dans un bon jour, ça peut marcher. Si Bruno est dans un mauvais jour, à l'image de la finale d'Europa League ou même de dimanche contre Fulham, bah, c'est pas bon. Et c'est pour moi symptomatique d'une équipe qui n'a pas de plafond minimum. C'est soit c'est très bon et c'est très rare, faut que tout le monde clique, soit tu as un joueur qui est mauvais, mais alors là, c'est toute l'équipe qui est mauvaise. Fernandes, c'est simple. S'il joue dans un double pivot, Manchester United est condamné à l'échec. Soit le système est fait pour lui, pour qu'il fasse briller les autres, ce qui est possible, et dans un temps réduit. Mais oui. Soit il passe dans un 3-4-1-2 et Bruno Fernandes serait le 10 qui pourrait alimenter les deux attaquants. Sinon, c'est pas possible. Mais en fait, j'ai envie de dire un truc, c'est On qu'après, va terminer la vidéo, bien évidemment. tu peux Bruno Fernandes en 10, oui, mais après, le problème, c'est que tu n'as que 2 joueurs devant. Et le problème, c'est que tu as beaucoup de joueurs aussi à faire jouer, tu as beaucoup recruté devant. Et je suis pas sûr que, par exemple, un Cunha, un Mbeumo ou un Sesco puissent partager leur temps de jeu, par exemple, sur le tandem de devant. Donc, c'est très compliqué. Après, encore faut-il être performant pour mériter ces minutes-là. Et C'est jusqu'à vrai. preuve du contraire, Bon, vu les sommes balancées, ce serait bête de ne pas faire jouer les recrues. Au ce moins, serait pas la première fois. Mais Les amis, le pronostic Manchester United, Burnley, Imran. Factor X et Écoutez, Factor X, j'ai envie de dire, ouais, Hannibal Mejbri, match nul, 1 partout. Timothée. un partout aussi. Et le facteur X, Jadon Anthony, les gauches de Burnley, buteur et passeur ce week-end. Adou. Factor X, Maxime Estève, man of the match pour moi du côté de Burnley face à Sunderland la semaine dernière. Et score final 2-1 Burnley. Et Ouais, là. il a le droit. Non, Moi, je suis Non, du côté il des n'a pas tirs. commenté quand tu as donné. Faut le laisser. Voilà. Raoul. Victoire United 2-1, Factor X, Benjamin Sesko. Benjamin Sesko. Parfait. Les amis, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous dites évidemment vos pronostics du match entre Chelsea et les Cottagers de Fulham et les Red Devils de Manchester United qui accueillent Burnley. Merci Imran, merci Timothée, Merci merci à toi, Raoul, Gaston. merci à toi. Abdou. Restez ensemble sur Foot Central. L'objectif des 25 000 abonnés avance, pas à pas. Un peu doucement ces temps-ci, mais on va quand même y arriver avec vous. Les amis, merci. Tous. Peace. Hop, hop, hop. Reste là, on a des playlists. Fais-toi plaisir, il y a des jeux, il y a des débats, il y a tout ce que tu veux pour être heureux. Alors regarde.